Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Porte Océane. Porte Océane. Collection dirigée par Frédéric Anglevielle, professeur des universités en histoire, et Paul Magulu-Fizin, docteur en histoire. Cette collection est dédiée en premier lieu à une meilleure connaissance de l'Océanie et des espaces insulaires, à partir de l'édition cohérente des articles par de chercheurs reconnus, ou de la mise en perspective d'une thématique à travers les contributions les plus notables. La collection Porte Océane a donc pour objectif de créer des ponts entre les différents acteurs de la recherche et de mettre à la disposition de tous des bouquets d'articles et de contributions, publications éparses méconnues et souvent épuisées. En effet, la recherche disposant désormais de très nombreuses possibilités d'édition, on constate souvent une fragmentation et une dissémination de la connaissance. Ces rééditions en cohérence se veulent donc un outil au service des sciences humaines et sociales appliquées aux milieux insulaires, et plus particulièrement à ceux de l'ère Pacifique. En second lieu, la collection Porte Océane a pour ambition de permettre la diffusion auprès du public francophone des principaux résultats de la recherche internationale, grâce à une politique concertée et progressive de traduction. Tout naturellement, elle permettra aussi la publication de colloques ou de séminaires sans s'interdire la publication d'ouvrages mettant à la disposition du public les derniers travaux universitaires ou des recherches originales portant sur les milieux insulaires, les outre-mer francophones et la région Pacifique. Copyright L'Harmattan, 2019, 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan@wanadoo.fr. Introduction. En 2020, le modèle de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie, solidaire et performant, protège l'ensemble de ses citoyens des principaux risques. Si cet acquis est une valeur indiscutable de convergence entre les Calédoniens, favorisant la perspective d'un destin commun, l'accélération de l'histoire se traduit aujourd'hui par des déséquilibres financiers du système de santé, de sa gouvernance et de sa régulation. Malgré des lois du pays, une fiscalité propre et une liberté d'exercice sur la protection sociale et les retraites, la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à la confrontation de l'augmentation des dépenses de santé dans un contexte de restrictions budgétaires. Si aucune réforme n'est rapidement entreprise, l'espace budgétaire du territoire ne sera plus en mesure d'équilibrer les comptes sociaux de la Nouvelle-Calédonie, et cela dès 2021. À ces turbulences économiques et organisationnelles s'ajoute une incertitude institutionnelle quant à l'accès à la pleine souveraineté, qui brouille les pistes et favorise l'attentisme des acteurs. La crise économique que traverse la Nouvelle-Calédonie en 2020 est donc aggravée par une crise de confiance politique et institutionnelle, dont la pérennité du modèle social en est la première victime. Quel que soit le choix des Calédoniens, la fin de la période d'application de l'accord de Nouméa se traduira inévitablement par une nouvelle page en termes institutionnels. Si au terme du processus, ce choix se porte sur le maintien dans la France, il faudra réécrire le titre 13 transitoire de la Constitution française en rendant compatibles les principes de la République et du nouveau statut. S'il se porte sur l'accession à la pleine souveraineté, il appartiendra aux autorités du nouvel État de définir sa constitution, son organisation institutionnelle et éventuellement, les relations qu'il souhaite établir avec la France. À court terme, il est nécessaire, au vu des échéances à venir, d'impliquer la société civile calédonienne et de métropole, pour qu'elle prenne connaissance non seulement des potentialités de l'accord de Nouméa, a posteriori, mais aussi des éléments nouveaux relatifs à la sortie de cet accord, et notamment en matière de protection sociale et de santé. Compte tenu des divisions actuelles en Nouvelle-Calédonie, ce rôle revient en grande partie à l'État en tant que garant et arbitre de ce processus unique de décolonisation dans la République française. La plupart des enjeux sous-jacents à la question de l'accession à la pleine souveraineté ont été identifiés et analysés d'un point de vue juridique et politique. En revanche, la protection sociale, considérée comme une compétence du territoire, suscite peu de réflexion par rapport à l'avenir institutionnel. L'urgence est à la mise en place d'un vaste plan de réforme pour garantir la soutenabilité du modèle social actuel,
l'enjeu étant la référence à admettre quant au niveau de protection souhaité pour la Nouvelle-Calédonie de demain. Cet ouvrage a pour principal objet l'analyse du système de santé de la Nouvelle-Calédonie, sa construction, ses atouts et faiblesses, ses projets de réforme et les risques potentiels en cas d'indépendance du territoire. Il permet également d'avoir une vision d'ensemble des modèles de protection sociale d'autres géographies, à travers de nombreuses comparaisons internationales. Il est enfin et surtout une autre façon de comprendre la trajectoire originale de ce territoire passionnant, méconnu, véritable laboratoire culturel et institutionnel. Première partie, le contexte calédonien. 1. Cadre institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie n'est pas suffisamment connue en France. Elle est pourtant liée à celle de notre pays depuis plus de 150 ans. Située aux antipodes de la métropole, la Nouvelle-Calédonie en est également le territoire le plus éloigné politiquement. Ancienne colonie pénitentiaire devenue colonie de peuplement, elle est ensuite administrée par la France selon divers statuts en tant que territoire d'outre-mer. Ce n'est qu'à la fin des années 1980 que le chemin de la Nouvelle-Calédonie va prendre une direction singulière au sein de la République française avec les accords de Matignon puis de Nouméa. Ces accords sont largement méconnus des citoyens, qui, face aux échéances électorales dans un contexte économique défavorable, découvrent aujourd'hui l'esprit de l'accord de Nouméa, ses potentialités a posteriori, mais aussi les éléments nouveaux relatifs à la sortie de cet accord. 1. Rappel historique. Le 24 septembre 1853, le contre-amiral Auguste Février Despointes proclama, au nom de Napoléon III, la souveraineté de la France sur l'archipel, devançant ainsi les représentants de la couronne britannique. Dès l'origine et pendant près de 30 ans, la Nouvelle-Calédonie devint la deuxième colonie pénitentiaire de France, lieu d'accueil des condamnés aux travaux forcés, déportés politiques de la commune au bagne de l'île des Pins et les récidivistes sur la Grande Terre. Au total, ce sont 30 000 personnes qui seront soumises à une administration pénitentiaire contrôlant l'organisation et l'économie du pays. Le projet colonial se renforce ensuite avec le développement d'une colonisation rurale, compte tenu d'espaces propices à l'agriculture. Un appareil juridique est ainsi mis en place pour prendre possession des terres. En 1855, une décision consiste à réserver seulement 10% des espaces aux Kanaks, ouvrant ainsi la possibilité de faire de la Nouvelle-Calédonie une colonie de peuplement. L'administration d'alors repose sur l'idée que les espaces délimités pour les Kanaks correspondent à des unités sociales cohérentes, des tribus dans le vocabulaire colonial, dirigées par des chefs administratifs préalablement désignés par les autorités françaises sur place. Cette analyse erronée de la société kanak, mais commode pour l'administration locale, persistera malgré tout dans le temps. C'est tardivement que les Kanaks deviennent des citoyens. Ils sont longtemps gouvernés par un régime d'exception policier, l'indigénat, renouvelé tous les 10 ans. En 1946, le code de l'indigénat est aboli, l'impôt de capitation, l'obligation de vivre sur la réserve et les travaux forcés deviennent illégaux. Le passage du statut de sujet à celui de citoyen se fait progressivement et donne aux Kanaks l'accès au marché foncier, mais la réalité des prix les empêche d'accéder à la propriété. La venue de milliers de Français d'horizons divers, Algérie, Wallis-et-Futuna et de main-d'œuvre du Pacifique, durant la période du boom du nickel, 1969 à 1972, a provoqué un profond renouvellement des mentalités et du corps électoral. Face aux espoirs suscités par l'exploitation du métal du diable, le territoire alors dénommé Caillou devient un nouvel Eldorado. La cause autonomiste se renforce, nourrie par les actes de la colonisation, des vagues d'immigration successives, de l'exploitation des sols et de la dépossession des terres des Kanaks. Pourtant en 1978, l'État met en place une importante réforme foncière qui aborde la question de l'agrandissement des réserves, et permet également la attribution des terres sous des formes juridiques variées et flexibles. Mais cette réaction est trop tardive. Les revendications pour le sol se sont rapidement transformées en une revendication indépendantiste générale. Au cours de ces années 70,
une jeunesse politisée et consciente de ces problématiques mène une lutte pour la reconnaissance du peuple kanak. De retour de leurs études en métropole, ces étudiants, pour certains futurs leaders indépendantistes kanak, des personnalités politiques telles que DE accent aigu WE accent aigu Gorodet, Nidoish Neslin, Eli Poigoun, Paul Néaoutine, sont nourris des luttes de mai 1968 et des idéologies socialistes dans un contexte international de guerre froide. La revendication, d'abord identitaire, reconnaissance de la culture kanak, s'acheminera progressivement vers une revendication ethnique du droit à l'indépendance des Kanaks en tant que peuple colonisé. Contre cette revendication, les non-indépendantistes opposent le droit des populations non-Kanaks, majoritaires sur le territoire, d'être considérés comme des citoyens à part entière, droit qui, selon eux, ne peut se voir appliqué qu'au sein de la République. Les années 1980 sont les années noires du territoire, qui se solderont par plus de 80 morts. En 1984, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, FLNKS, proclame un gouvernement provisoire de Kanaki présidé par Jean-Marie Djibaou, pour préparer l'indépendance. S'ouvrent alors 4 années de conflits dénommés les événements qui menacèrent de dégénérer en guerre civile. La violence atteint son paroxysme en 1988 pendant l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle. 4 gendarmes trouvent la mort le 22 avril au cours de l'assaut du poste de la gendarmerie de Fayaoué dans l'île d'Ouvéa. Le 5 mai, le Premier ministre autorise l'assaut du GIGN. L'opération se solde par la mort de 19 militants kanaks et de 2 soldats. Si au lendemain du drame d'Ouvéa, le 26 juin 1998, les accords de Matignon ont pu se réaliser miraculeusement, c'est parce qu'ils ont franchi le pas historique de l'abandon de la règle majoritaire brutale, le rapport de force politique étant stabilisé depuis plusieurs années entre non-indépendantistes et indépendantistes à 60% contre 40%. Seule cette démarche pouvait ramener la paix, en associant désormais au pouvoir décisionnel les indépendantistes minoritaires. Ce fut l'ingénieuse invention du partage en provinces, collectivité titulaire de la compétence de principe en Nouvelle-Calédonie. Mais très vite, alors même que l'ensemble de la classe politique calédonienne s'est bien approprié les accords de Matignon, il est apparu que ce consensus global se heurtait toujours à la question ultime du destin politique du territoire, à savoir l'irréductible question du droit à l'autodétermination. Pour cela, il fallait dépasser le clivage ethnique et Jean-Marie Djibaou, en visionnaire, espérait amener les non-Kanaks à rejoindre l'idée d'une indépendance commune dans une société pluraliste. Pour ces idées, il a été assassiné le 4 mai 1989 par un indépendantiste radical. C'est alors, au tout début de la période de 10 ans couverte par les accords de Matignon que Jacques Lafleur, le leader du camp non-indépendantiste, se prononça dès le 27 avril 1991 pour l'abandon de la perspective d'un scrutin d'autodétermination coup près, au bénéfice d'une solution consensuelle qui aboutira avec Michel Rocard à l'accord de Nouméa en 1998. 2. Institution de la Nouvelle-Calédonie. Aucun territoire français n'a connu, plus que la Nouvelle-Calédonie, de statut institutionnel différent. Pendant des décennies, tous les responsables politiques ont cherché le statut juridique idéal à la réalité de ce territoire. D'une certaine manière, on le cherche encore, mais à travers un autre vocable que le statut, à savoir celui d'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. On a ainsi assisté à une intense production de statuts, et ce, à un rythme effréné, reflétant la difficulté des politiques nationaux à trouver des solutions pour un territoire lui-même politiquement divisé. La Nouvelle-Calédonie n'a pas cessé d'être ce que plusieurs juristes ont qualifié de laboratoire institutionnel, puisque la loi organique du 19 mars 1999, elle-même issue de l'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998, est à l'origine d'un montage juridique plus qu'original. Le territoire n'est pas une collectivité territoriale au sens du titre 12 de la Constitution de 1958, mais le titre 13 lui est spécifiquement consacré, faisant d'elle une collectivité sui generis, dotée d'institutions propres et de compétences transférées de manière progressive irréversible. Depuis 1999, la Nouvelle-Calédonie connaît donc un statut dont les traits principaux peuvent être décrits selon une grille de lecture qui relève d'une analyse constitutionnelle,
c'est-à-dire plus d'un État que d'une collectivité territoriale. En effet, contrairement aux collectivités de droit commun, la Nouvelle-Calédonie est désormais dotée d'un Parlement, organe législatif, le Congrès, d'un gouvernement, l'exécutif, et d'un système judiciaire présentant des caractéristiques propres. La justice reste cependant une compétence toujours dévolue à l'État, à l'exception de la procédure civile, la justice étant rendue au nom du peuple français, et les spécificités de l'organisation judiciaire, notamment la présence d'assesseurs coutumiers devant les juridictions civiles pour le règlement des litiges entre deux personnes de statut civil coutumier kanak, n'ont pas été introduites par l'accord de Nouméa parce qu'elles lui sont antérieures. Schématiquement, on peut présenter les institutions issues de l'accord de Nouméa de la manière suivante. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie détient le pouvoir délibérant au niveau territorial, élu par un corps électoral restreint car excluant les citoyens français dont l'installation en Nouvelle-Calédonie est postérieure à 1998. Il intervient par l'adoption de délibérations synonymes d'un pouvoir réglementaire autonome, et par l'adoption de lois du pays, de nature législative se situant dans la hiérarchie des normes au même niveau que la loi nationale adoptée par le Parlement français. Cette faculté d'adopter des dispositions de nature législative a été introduite par l'accord de Nouméa mettant fin au monopole de la source législative dans les mains du Parlement français. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détient le pouvoir exécutif local. Il est exercé de manière autonome, désigné à la représentation proportionnelle par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce mode de désignation original induit un exécutif collégial au sein duquel siègent les représentants des différentes mouvances politiques, aussi bien loyalistes qu'indépendantistes. Les provinces, au niveau infraterritorial, persistent dans une version proche de celle instaurée par les accords de Matignon-Oudinot. Celles-ci restent dotées d'un pouvoir réglementaire autonome, leur conférant un pouvoir normatif supérieur aux collectivités territoriales de France métropolitaine. Outre la provincialisation comme outil indispensable de partage du pouvoir dans une logique de fédéralisme territorial, d'autres mécanismes originaux ont été instaurés. L'usage systématique de la représentation proportionnelle comme mode de scrutin, tant en ce qui concerne la désignation des représentants dans les assemblées locales, Congrès de la Nouvelle-Calédonie et Assemblée de province, qu'au sein du gouvernement, est révélateur de ce besoin d'une représentation équitable des différents groupes communautaires. Désignés à la représentation proportionnelle par les groupes politiques constitués au Congrès, la composition du gouvernement néo-calédonien impose la cohabitation au sein de l'exécutif de représentants des deux grandes familles politiques, indépendantistes et loyalistes. Institution de la Nouvelle-Calédonie. Source IOM. Cette mécanique institutionnelle générée par l'accord de Nouméa, y compris l'accompagnement par l'État français, a fait l'objet de nombreuses analyses juridiques, dans une appréhension confrontant le droit commun des collectivités territoriales françaises, le droit institutionnel local, le droit international ainsi que dans une mise en perspective par rapport au cadre constitutionnel d'unicité et d'égalité de la République. Le corps électoral différencié, la citoyenneté calédonienne, les politiques de discrimination positive, accès privilégié à l'emploi et aux formations, le partage des pouvoirs et le rééquilibrage économique, sont autant d'outils issus des accords, en contradiction avec la Constitution française pour achever la décolonisation du territoire. 3. Référendum du 4 novembre 2018. Le 4 novembre 2018, lors de la première consultation référendaire, une seule solution institutionnelle a été proposée aux Calédoniens faute de consensus entre les parties. La question était la suivante. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Les résultats ont attribué un score de 56,4% en faveur du non à l'indépendance contre 43,6% pour les partisans du oui. 30 ans après les accords de Matignon, le scrutin s'est déroulé sans incident, la participation a été significative. Plus de 80,6% de votants et l'ensemble des forces politiques a reconnu les résultats. Cet exercice démocratique a donc été réussi. Pour autant, il n'a rien résolu sur le fond. L'avance du non est moins importante que ce que les sondages laissaient envisager,
et n'empêchera donc pas la tenue des prochains référendums. Il apparaît, à l'issue de cette consultation, que la société calédonienne est en réalité toujours coupée en deux, chaque camp restant sur ses positions historiques en deux blocs de population se faisant face. Résultat du référendum 2018, la fracture territoriale avec une polarisation du corps électoral selon une logique ethnodémographique. D'après source, Fondation Jean Jaurès 2018. L'opposition est ainsi figée depuis 1988, et le résultat de la consultation du 4 novembre 2018 ne s'écarte que très peu de celui des différentes élections provinciales passées. Les résultats de ce référendum, en dehors de sa tenue exemplaire, peuvent être analysés comme une désillusion dans les deux camps. Désillusion des loyalistes, malgré leur victoire, pour ne pas avoir convaincu les indépendantistes d'éviter ce référendum couperet et de trouver les bases d'un nouvel accord. Des aveux de cette nouvelle génération de Kanaks urbanisés, qui, après 20 ans de rééquilibrage économique, après des décennies de programmes visant à établir un destin commun, ne semble pas être devenu moins indépendantiste que ses aînés et s'est mobilisé pour l'accession du territoire à l'indépendance. Cette génération enfermée dans un étau, où le respect du combat des anciens, occulte ses préoccupations envers les générations futures. Mais c'est également une désillusion pour le camp indépendantiste. Même si le score serré est source de satisfaction et d'espoir, le rêve de Jean-Marie Djibaou, de convaincre les autres de construire le pays indépendant de demain, de venir avec nous, ne s'est pas concrétisé. 30 ans après, les non-Kanaks ne sont toujours pas convaincus. 30 ans après, les loyalistes restent persuadés que dans un nouvel État indépendant, les discriminations ethniques ressurgiront à leur détriment. La question de la souveraineté française sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie se pose donc avec la même acuité aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Pour les uns, elle est subie, pour les autres, elle les protège. Sur ce territoire, encore moins qu'ailleurs, les chiffres ou les pourcentages ne donnent pas l'identité d'un pays. Il y a sa part propre, celle qui fait de la Nouvelle-Calédonie un espace à nul autre pareil, un pays dont la devise, terre de parole, terre de partage, cherche encore les moyens de se réaliser. 2. Le contexte économique. La prospérité économique de la Nouvelle-Calédonie reste une exception parmi les zones d'outre-mer. Au cours des 50 glorieuses de 1960 à 2010, le produit intérieur brut, PIB, a cru en moyenne, au rythme de 4% par an en termes réels. En 2018, le PIB s'établissait à environ 8,5 milliards d'euros, 1000 milliards de francs CFP et une moyenne de 30 000 euros AB. Le niveau moyen de revenus par habitant est ainsi comparable aux régions les plus riches de la métropole, comme l'Alsace, et nettement supérieur aux départements d'outre-mer. Dans la région du Pacifique Sud, la Nouvelle-Calédonie, avec un PIB nominal par habitant comparable à celui de la Nouvelle-Zélande, présente une richesse nettement supérieure à celle des autres États insulaires. Mais cette relative prospérité ne repose que sur deux piliers principaux. Le premier, inconstant, est l'exploitation du nickel, une ressource naturelle non renouvelable et dont le cours diminue fortement depuis 2011. Son extrême volatilité lui vaut d'ailleurs le surnom de « métal du diable ». Le second, robuste, sur les transferts en provenance de la métropole, mais dont le maintien reste hypothétique eu égard aux échéances référendaires. Le reste de l'économie souffre de l'étroitesse du marché intérieur et de l'incertitude institutionnelle favorisant l'attentisme des acteurs économiques. Avec un droit de la concurrence encore immature, une circulation des personnes et des biens structurellement entravée et une fiscalité protectionniste, la Nouvelle-Calédonie n'est pas un pays compétitif. Le régime d'industrialisation porté par les investissements étrangers liés aux constructions des usines métallurgiques et aux récents programmes d'infrastructures est maintenant dépassé. À la veille du second référendum sur l'indépendance, quels sont les futurs possibles pour la Nouvelle-Calédonie ? Quel relais de croissance activer et au-delà, quel contrat social renégocier ? 1. Historique des régimes de croissance. L'histoire économique calédonienne de 1960 à nos jours peut être divisée en trois périodes distinctes, respectivement d'une durée de 30, 20 et 10 ans.
La première de 1960 à 1990 est celle du boom du nickel et de l'économie assistée. La seconde, de 1990 à 2010, a été celle des accords de Matignon puis de Nouméa, du rééquilibrage et des grands travaux. Enfin, la période contemporaine de 2010 à 2020 est celle de l'effondrement des cours du nickel dans un contexte d'instabilité institutionnelle. À première période, 1960 à 1990. Le premier régime correspond à celui de l'économie assistée, analysé par Jean Fraisse au cours de la période 1960 à 1990. Dans les années 60 et jusqu'au premier choc pétrolier, l'économie calédonienne est principalement centrée sur l'exploitation du nickel, avec des cours extrêmement volatiles, qui génèrent une croissance chaotique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.